Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence littéraire sur le roman, avec comme œuvre principale, comme je l'avais dit précédemment, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Donc là, comparé aux autres genres littéraires, les trois premiers textes, ça va être sur l'œuvre, et il y aura un dernier texte qui sera une œuvre complémentaire. Donc je vous la dévoile, c'est Germinal d'Émile Zola. Donc je vais encore une fois continuer les textes avec la méthodologie du baccalauréat de français. Toutes les étapes, introduction, lecture du texte, problématique, plan, avec les mouvements, et puis lecture analytique, linéaire, c'est la même chose de toute façon, puis la conclusion et l'ouverture. Et donc là, le premier texte, c'est sur, comme je l'ai dit, sur la peau de chagrin d'Henri de Balzac, et c'est des textes vers le début du roman qui est assez long. Donc je vais commencer. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désire et tes désirs seront accomplis, mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu? Prends. Dieu t'exaucera. Sois. Cette citation que je viens de vous citer est l'inscription en arabe retranscrite en français qui se trouve sur la fameuse peau de chagrin, qui est en fait une peau d'âne. Donc c'est cette citation assez introductive de ce que c'est la peau de chagrin. Donc c'est une peau au pouvoir magique qu'on pourrait comparer à la lampe d'Aladin. Donc c'est une peau qui réalise les souhaits. Donc on peut souhaiter lui demander tout ce qu'on veut, elle le réalise. Sauf qu'à chaque fois qu'on lui réalise un souhait, notre vie diminue. Donc en soi, on pourrait analyser deux types de vie. Soit on fait très peu de souhaits, on a une vie longue mais pas forcément heureuse. Soit on fait plein de souhaits qui rendent la vie heureuse, mais notre vie diminue. Donc c'est-à-dire qu'on a une vie courte mais heureuse. Voilà. Donc par rapport à l'œuvre, donc c'est un grand roman qui a eu beaucoup de succès, donc Honoré Balzac, qui s'inscrit avec son œuvre La comédie humaine. Comparé à plein d'autres œuvres auparavant qu'il avait composées qui avaient moins de succès, celle-ci notamment qui se joint à La comédie humaine qui a eu un énorme succès pour son temps et c'est presque ce qui le désigne. Donc voilà, en ce sens, Honoré Balzac, on pourrait dire le géniteur entre guillemets de l'œuvre, donc le créateur, est un écrivain français de la première moitié du 19e siècle. C'est un romancier qui a eu une enfance difficile. En fait, il a grandi en internat de le primaire. Il n'était pas trop aimé de sa mère parce que il avait un frère, un petit frère qui était lui plus aimé de sa mère. Donc forcément, il était un peu jaloux. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu une enfance facile, mais il a quand même réussi à se consacrer à l'écriture. C'était ses souhaits parce que ses parents le destinaient à des études de droit. Mais lui, il était vraiment inspiré et il appréciait beaucoup la littérature et s'est orienté on va dire, cette profession-là, cette carrière-là. Et au début, il n'avait pas trop de succès comme je l'ai dit, avec ses premières œuvres. Et à partir du moment là, avec la peau de chagrin, qui se joint surtout avec la comédie humaine, où il a eu un très grand succès. Et donc dans l'œuvre résume l'histoire d'un jeune garçon du nom de Raphaël de Valentin, qui au tout départ est un peu, on le considère un peu comme un inconnu, il est pas bien moralement, il a envie de se suicider, etc. Mais au fur et à mesure de l'œuvre, il va donc ça c'est ce qui fait l'objet de l'extrait qu'on va étudier aujourd'hui. Il va rencontrer un antiquaire sur sa route, en ce qu'il met sur le chemin du suicide, enfin pour aller se suicider dans Paris. Et il va rencontrer un magasin où il y a des antiquaires sur la route. Il va s'y intéresser car il va voir des objets étranges, ça va le surprendre. Notamment cette fameuse peau qu'il va acquérir, donc il va le faire l'acquisition. Et il va vivre avec, ce qui va lui permettre de réaliser plusieurs souhaits. Néanmoins, comme on dit, les meilleures choses ont une fin, enfin toutes les meilleures choses ont une fin, toutes les bonnes choses ont une fin, puisque déjà sa vie elle va décroître, enfin elle va se raccourcir parce qu'il va réaliser beaucoup de souhaits. Et puis ensuite, une vie déjà c'est pas éternel, surtout que comme elle est plus courte à cause des souhaits qu'il réalise, ça fait qu'elle est plus courte, quoi, c'est ce qu'elle veut dire. Et ensuite, il va y avoir quelques rebondissements un petit peu, pas, enfin, j'allais dire maléfiques, non pas du tout, mais négatifs, causés par la peau, quoi. Il va se rendre compte. À un moment, il va souhaiter du bonheur, un festin, et puis au final, il en aura marre du festin, hein. Donc en fait, c'est un souhait pas gâché ou réalisé pour rien, mais c'est un souhait qui va se stopper. Donc, voilà. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on va voir à travers l'extrait. Je vais maintenant justement passer à la lecture complète en entière, donc comme d'habitude de l'extrait, malgré le fait que évidemment le jour du bac, l'examinateur stoppera un peu plus tôt, et que ce sera pour tester les compétences de lecture, la manière d'articuler, la manière de s'arrêter une seconde au virgule, 2 secondes au point virgule, enfin une seconde au virgule, 2 secondes au point, etc. Bien varier la ponctuation, varier le ton, varier la sonorité, etc. Alors je vais commencer. Donc lecture. Le vieillard hocha de la tête et dit gravement: Je ne saurais vous répondre. J'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman à des hommes doués de plus d'énergie que vous ne paraissiez en avoir.
Mais tout en se moquant de la problématique influence qu'il devait exercer sur leur destinée future, aucun n'a voulu se risquer à conclure ce contrat si fatalement proposé par je ne sais quelle puissance. Je pense comme eux, j'ai douté, je me suis abstenu Et vous n'avez même pas essayé dit le jeune homme en l'interrompant. Essayez, reprit le vieillard. Si vous étiez sur la colonne de la place Vendôme, essayeriez-vous de vous jeter dans les airs? Peut-on arrêter le cours de la vie? L'homme a-t-il jamais pu scinder la mort? Avant d'entrer dans ce cabinet, vous aviez résolu de vous suicider. Mais tout à coup, un secret vous occupe et vous distrait de mourir. Enfant, chacun de vos jours ne vous offrira-t-il pas une énigme plus intéressante que ne l'est celle-ci? Écoutez-moi. J'ai vu la cour licencieuse du régent. Comme vous, j'étais alors dans la misère, j'ai mendié mon pain, néanmoins j'ai atteint l'âge de 200 ans et je suis devenu millionnaire. Le malheur m'a donné la fortune, l'ignorance m'a instruit. Je vais vous révéler, en peu de mots, un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par des actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort. Vouloir et pouvoir. Entre ces deux termes de l'action humaine, il y a une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle, pouvoir nous détruit. Mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Voilà pour la lecture du texte. La problématique qui s'en jouit, qui en vient, c'est comment à travers cet échange, donc cet échange entre l'antiquaire et l'inconnu, puisqu'on ne sait pas encore qu'il s'appelle Raphaël de Valentin, donc on pourrait dire l'inconnu, le jeune garçon, le mystère du talisman et le mystère de la vie humaine vont-ils être soulevés? Donc, comment dans cette discussion, dans cet échange, à travers cet échange, le mystère du talisman, donc le talisman qui est la peau de chagrin, et le mystère de la vie humaine, qui est un peu donné sous forme d'une leçon par le sage, vont-ils les soulever? Comment vont être résolus? Comment vont-ils être présentés, exprimés, etc. Et donc il y a deux mouvements qui se distinguent, la présentation de la peau, donc du talisman, de la ligne 1 à 11, et ensuite fin de l'échange avec la leçon de vie de l'antiquaire, donc qui prend la posture d'un sage en apportant une morale, des lignes 11 jusqu'à la fin. Nous pouvons commencer d'emblée la lecture linéaire avec la ligne 1 où il y a un adverbe de manière gravement qui indique dont la manière, qui indique la manière dont l'antiquaire, dont le vieillard débite ses paroles en répondant auparavant au jeune. Le jeune garçon qui avait posé est-ce une plaisanterie, est-ce un mystère? Il déclare par une phrase simple et en y ajoutant, par l'emploi d'une négation totale marquée dans une phrase simple, je ne saurais vous répondre. Qui indique une ignorance de la part du vieillard, malgré le fait que c'est censé être son domaine, il est quand même antiquaire, il ne sait même pas répondre aux jeunes. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu. Ça montre quand même le mystère, il y a vraiment un mystère qui se cache, qui est présent, et il y a quand même la négation totale je ne saurais vous répondre. Donc c'est pour la négation totale. Ensuite, il continue en parlant un petit peu, en essayant de développer cette idée, son argument, cette ignorance, ce mystère un petit peu que présente ce talisman par l'adjectif terrible. J'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman. Le terrible pouvoir, il y a une idée peut-être de malheur, un probable malheur. Est-ce qu'il y a quelque chose de maléfique, de dangereux? On pourrait dire presque de dangereux, on pourrait gratifier en parlant de dangereux. Est-ce qu'il y a un danger qui se cacherait derrière ce talisman, qui pourrait se produire avec utilisation, par usage de ce talisman? Voilà. Ensuite, il y a le comparatif de supériorité juste après. Donc j'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman à des hommes doués de plus d'énergie que vous ne paraissez en avoir. De plus d'énergie que vous ne paraissez en avoir. Donc la fonction subordonnée relative que vous ne paraissez en avoir se rapportant au nom commun énergie introduite par le pronom relatif que compare l'énergie. Déjà d'emblée, l'antiquaire remarque déjà que Raphaël, non, je devrais dire l'inconnu plutôt, l'inconnu paraît déjà pas bien moralement, parce qu'il le dit de plus d'énergie que vous ne paraissiez en avoir. Il compare les hommes, les anciens clients qu'il a eu auparavant, qui sont intéressés également à cet même objet, à l'inconnu, donc à l'inconnu, au jeune garçon dans l'extrait, qui on sait que c'est Raphaël, mais il faut pas le dire parce que on sait pas, on le sait par la lecture, mais c'est pas précis dans le texte. Il faut vraiment faut faire le texte, genre que s'intéresser au texte. Et donc, il constate d'emblée, l'antiquaire, que le jeune n'a pas beaucoup d'énergie, quoi. C'est pour ça qu'il les compare.
tous les deux. Ensuite, des lignes 3 à 5, nous pouvons relever le champ lexical de la fatalité par les termes. Le premier terme problématique influence à la ligne 3, destinée future, la ligne 4, puis à la ligne 5, le nom commun puissance, je ne sais quelle puissance. Qui font référence un petit peu à la fatalité, voilà, l'idée de la fatalité. Problématique influence, ça signifie un petit peu qu'il y a la peau de chagrin va avoir une influence sur la vie qui est problématique, donc il y a sûrement voilà, cette idée un peu maléfique, cette idée un peu d'espionnage, donc le côté un peu maléfique, même dangereux on pourrait dire. Voilà, destinée future, donc elle préside un petit peu l'avenir, elle préside peut-être de manière justement dangereuse ou maléfique. Et enfin, puissance, je ne sais quelle puissance, c'est-à-dire déjà la négation ne sait quelle puissance, c'est-à-dire que ça peut souligner peut-être qu'elle est incontrôlable, immaîtrisable, on pourrait dire, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut point la contrôler, et ce qui est un problème, et c'est-à-dire qu'elle est très puissante, donc comme puissance, c'est assez fort, ça montre que cette peau, en fait, elle est magique, mais c'est peut-être magique, mais d'un point de vue péjoratif, elle est puissante, dangereuse, quoi, dans ce sens-là. Et selon ce champ lexical, se confirme largement par l'adverbe qui indique le côté brusque, qui fatalement, hein, toujours à la ligne 4, c'est clairement écrit par contre fatalement, voilà l'adverbe fatalement, il est clairement énoncé et écrit même. Donc ça peut confirmer cette idée du champ lexical. Nous trouvons ensuite la présence d'un rythme ternaire, marqué par 3 temps, présenté d'un point de vue grammatical par des présents de l'indicatif. À la ligne 5, je pense comme eux. Puis ensuite un passé composé. Oui, pardon, donc un présent de l'indicatif, je pense comme eux. Puis 2, passé composé, j'ai douté. Donc après, ils pensaient comme eux, donc comme les clients qui n'étaient pas sûrs d'acquérir la peau. Puis il a douté, lui-même a douté, t'es un peu dans cette optique-là du doute, voilà. Et enfin, je me suis abstenu. Donc deuxième usage du passé composé. Passé composé formé voilà, avec l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent suivi du participe passé, hein, pour un petit rappel. Mais voilà, il y a bien ce rythme ternaire en 3 temps, il y a presque comme une gradation. Au début, il pense comme eux, voilà, il est un peu comme eux. Ensuite, il a carrément douté. Donc là, vraiment, c'est lui qui doute en lui-même. Et ensuite, je me suis abstenu. C'est un peu, je me suis retenu, on pourrait dire. Donc, il y a vraiment là cette gradation par rapport à. Enfin, là, on parle toujours de la peau. On est toujours dans cette partie sur la description et la présentation et la découverte même de la peau. Et donc, c'est ce qu'elle peut engendrer, enfin, ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle pourrait engendrer, en fait. Donc là, nous avons eu les lignes 1 à 5 où c'était vraiment l'antiquaire qui présentait un petit peu la peau et l'expérience qu'il avait avec les anciens clients. Il y avait comme des phrases rhétoriques quand il utilisait le comparatif de supériorité, de plus d'énergie que vous paraissez en avoir. Il parle de Raphaël à Raphaël, entre guillemets. Enfin, il ne parle pas directement, c'est pas un dialogue direct, mais c'est plus indirect. Il parle de Raphaël à nous, quoi, en gros. C'est presque un discours indirect ou un discours rapporté. Néanmoins, à la ligne 6, Raphaël accède, entre guillemets, de manière brutale, d'un seul coup d'emblée à la parole, par le biais d'une phrase interrogative, et vous n'avez même pas essayé, pas même essayé, dit le jeune homme, donc la didascalie dit le jeune homme en l'interrompant, ça indique qu'il intervient enfin, il accède enfin à la parole, même il le coupe en fait, c'est même pas il n'a même pas demandé pour accéder à la parole, il le coupe, puisqu'il est quand même étonné. En effet, c'est assez étonnant, l'antiquaire c'est son métier, il devrait s'y connaître, et ce qui fait comprendre, c'est qu'il connaît pas trop l'enjeu de la peau, et que il y a des clients qui ont douté, alors qu'il paraissait d'avoir plus d'énergie, et lui-même, c'est qui est spécialiste, ou c'est son métier, et il détient la peau, lui-même, il a douté, il connaît pas par cœur, il n'est pas sûr de la fiabilité et du non-danger que peut présenter la peau. Donc c'est assez surprenant, ça peut être presque effrayant pour Raphaël, évidemment. Je dirais que c'est moi pour le jeune homme, c'est l'inconnu, voilà. Parce que c'est que je dis Raphaël parce que on sait qui c'est, mais il faut pas dire dans le texte, on le sait pas encore. Donc voilà, et ensuite, donc là, il y a vraiment un petit dialogue, hein, des lignes entre lignes 6, 7, 8, où enfin le vieillard reprend la parole par l'usage d'un impératif présent, essayez, suivi de la ponctuation d'un point d'exclamation. Essayez, ça indique, tu fais comprendre, ok, tu me demandes, vas-y, essayez. Repris le vieillard, là, la didascalie composée du participe présent, participe passé repris le vieillard, c'est-à-dire qu'enfin, il revient encore à la parole, c'est lui qui reprend la parole. Et il lui donne un exemple pour montrer quand même la puissance
incontrôlable, incontestable et violente enfin, la puissance de la peau de chagrin n'est pas qualifiable en tant que telle, mais il nous fait comprendre un petit peu la peur qu'on peut avoir, la crainte, le danger qu'il peut y avoir, par exemple, de la colonne de la place Vendôme. Je cite par la condition que l'emploi, si vous étiez sur la colonne de la place Vendôme, et ensuite il pose une question de manière rhétorique, il n'attend pas forcément de réponse, mais ça va laisser un peu un blanc, un froid. Essayeriez-vous de vous jeter dans les airs? Interrogation. Peut-on arrêter le cours de la vie? Deuxième interrogation. Troisième interrogation. L'homme a-t-il jamais pu scinder la mort? Il y a ces trois interrogations qui sont des questions rhétoriques qui soulignent un petit peu, qui en tout cas qui peuvent suggérer le danger ou un peu le problème et le malheur que peut suggérer la peau. Et c'est assez rhétorique, ça va laisser une sorte de léger blanc, de léger froid vis-à-vis de Raphaël, qui va comprendre un petit peu l'enjeu qui se cache derrière la peau. C'est pour ça qu'il faut bien qu'il réfléchisse avant d'en faire l'acquisition. Ensuite, on découvre une autre phase, entre guillemets, de l'antiquaire, c'est qu'il a un côté un peu intrusif à la ligne 9, où il déclare, avant d'entrer dans ce cabinet, vous aviez résolu de vous suicider. Avant d'entrer dans ce cabinet, déjà, le document cabinet, ça fait penser un petit peu comme si c'était un peu un psychologue ou un psychothérapeute. Enfin, alors que de base, on est quand même dans une boutique. Hein, on est censé être dans une boutique chez l'antiquaire. Et là, il emploie le cabinet comme s'il lui parlait. Ça fait vraiment côté psychologue, psychothérapeute. Enfin voilà, il y a cette idée-là un petit peu de la psychologie, de l'enseignement un petit peu moral qu'opère, et on va surtout le constater dans la deuxième partie, qu'opère l'antiquaire qui prend un rôle de sage, on le verra surtout dans la deuxième partie, face aux jeunes garçons qui avaient, comme il le dit clairement, ce qui est vrai, voulu se suicider auparavant. Mais ça montre que c'est pas qu'il a des super pouvoirs, limite on pourrait croire qu'il a des pouvoirs, l'antiquaire, puisqu'il y a ce côté intrusif. D'emblée, avant d'entrer, ça fait un peu, déjà il y a le côté intrusif dans la vie de Raphaël, dans la vie du jeune homme, et même il a peut-être senti, il a peut-être prédit, il a eu le pressentiment que le jeune garçon du fait qu'il soit pas bien, avait voulu se suicider, et juste avant, s'était arrêté dans sa boutique, et même qu'il considère du cabinet. Donc il y a ce côté un petit peu, on pourrait presque croire que la peau a, entre guillemets, pas piraté, mais un peu piqué ou a transmis sous venin, entre guillemets, à l'antiquaire, quoi. Après, justement, donc, ces questions rhétoriques, puis ce côté intrusif, enfin, ce présentatif un peu intrusif de l'action qu'a voulu faire le jeune homme auparavant, avant d'entrer dans la boutique, justement, dans le cabinet, la boutique qui présente comme un cabinet. Il y a juste après, donc, relié par une juxtaposition, on pourrait dire que ces propositions sont séparées par la ponctuation qui est un point-virgule, il y a un effet de rupture commis par la proposition coordonnée, donc introduite par la conjonction de coordination mais ou de cornicard, donc mais tout à coup un secret vous occupe et vous distrait de mourir. Le mais tout à coup, surtout donc cette expression, surtout introduite par la conjonction de coordination mais, crée un effet un petit peu de rupture, et il y a, au-delà de cette rupture, il y a un effet un peu d'inconstance, d'instabilité. Mais tout à coup, ça fait un peu un effet brutal, c'est pas très constant. Et de base, il voulait se suicider, et puis tout à coup, il a complètement changé d'avis, alors que généralement, quand on a envie de se suicider, on lâche pas cette idée, voilà. Donc en fait, il y a cette idée de circonstance. On constate que c'est un personnage qui est assez instable, assez inconstant dans sa peau, parce que de base, il voulait se suicider, puis finalement, non. Puis à la ligne 2, là, l'antiquaire avait utilisé le comparatif de supériorité de plus d'énergie qu'on paraissait en avoir, il avait d'emblée constaté que le jeune garçon semblait d'emblée un peu, avec un manque d'énergie ou instable moralement. Donc ça insiste, ça met en avant, ça souligne ce côté un petit peu mal à l'aise, on pourrait dire que détient, que présente le jeune garçon. Un autre effet de rupture entre guillemets, dans le développement de la rétorcation de l'antiquaire, c'est le nom commun enfant suivi la ponctuation d'un point d'exclamation, qui signifie il y a un effet de rupture, comme s'il l'appelait, comme s'il le stoppait, comme s'il le traitait d'enfant. Et en fait, le fait de traiter d'enfant, ça souligne un petit peu, ça se rapporte à l'enfance, donc ça crée le sentiment un peu d'ignorance, le sentiment un peu d'innocence que c'est effectivement le jeune homme, c'est bien un enfant parce que il ne connaît pas
les pouvoirs de la peau et il ne comprend pas pourquoi. Ce qui est tout à fait logique, hein. Nous aussi, on aurait pu se demander ça, peu importe l'âge. On va dans une boutique, on voudrait avoir un renseignement sur un objet et on ne sait pas trop ce que c'est. Et même le vendeur ne sait pas trop ce que c'est. On a presque peur, voilà. Mais il vend quand même cet objet, donc ça paraît presque absurde, presque même, ça fait peur, quoi. Ça paraît étrange. Et donc, c'est presque, enfin, entre guillemets, c'est le nom commun enfant suivi de point d'exclamation, ça pourrait presque paraître comme une insulte enfin, pour souligner vraiment l'innocence et l'ignorance du jeune garçon face au fameux objet qui est la peau. Et ensuite, pour finir cette première partie, nous nous retrouvons juste après à la ligne 11 avec le comparatif de supériorité plus intéressante que celle-ci, que ne l'est celle-ci. Donc on parle de l'énigme par rapport à la peau, enfin on parle de la peau. La peau n'est-elle pas une énigme plus intéressante que celle-ci? Parce que ce que veut dire l'antiquaire, c'est que ce qu'il a dit mot à mot, c'est chacun de vos jours ne vous offrira-t-il pas une énigme plus intéressante que ne l'est celle-ci? En fait, ce que ça souligne, c'est que à travers la peau, peut-être il y a le côté un peu risque, à vos risques et périls, il y a peut-être un danger. Néanmoins, il y a sûrement, en tout cas, et c'est sûr, il y a une aventure à vivre, pas forcément péjorative ou négative, mais il y a une aventure à vivre qu'il ne faut pas oublier. Il y a vraiment une aventure à vivre. Et en fait, voilà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a vraiment un mystère, il y a vraiment un côté étrange, surprenant dans cette peau. Voilà pour la première partie. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie, avec toujours la ligne 11, où on est entre guillemets à la frontière, à la limite entre la ligne 11 et la ligne 12, avec l'impératif présent « écoutez-moi ». Toujours avec le discours un petit peu l'antiquaire, qui cette fois-ci, comme on l'a dit précédemment, on va voir, va prendre le rôle d'un sage, un petit peu va se faire un peu moraliste, moralisateur comme la Bruyère, dans le sens où il va apporter une morale, il va prendre le rôle d'un sage, il va essayer d'instruire, c'est un peu le côté Dokere, Plakere Dokere, là on est dans le Ed Dokere, où il va essayer d'instruire justement le jeune garçon, et du coup peut-être essayer de lui faire acquérir, lui vendre entre guillemets la peau, en soulignant quand même, au moins c'est un bon vendeur, au moins il souligne la vérité, c'est qu'il y a quand même des défauts, il y a peut-être, enfin il s'y connaît pas trop, il y a un mystère, il y a une énigme qui s'y cache, donc le côté positif c'est qu'il y a un côté aventurier et ça peut réaliser des souhaits. Le côté négatif c'est que la vie elle diminue, l'expérience de vie diminue, il y aura peut-être quelques défauts ou quelques malheurs qui vont s'y produire. Mais au moins il est sincère, entre guillemets ce vendeur, cet antiquaire, admet autant les points négatifs que positifs. Ouais. Et donc là, l'impératif présent, écoutez-moi, souligne que là, il va continuer à débiter une parole, sa pensée sous forme de parole, et surtout, il va sûrement dire quelque chose de très intéressant, mais il va sûrement l'instruire par une morale. Donc c'est pour ça que là, quand il dit écoutez-moi, c'est un rappel à l'écoute, un rappel à l'attention, parce qu'il va sûrement lui dire quelque chose, il va lui adresser quelque chose d'important. Donc c'est ça qu'on peut souligner à travers cet impératif présent. Par la suite, nous retrouvons un nouveau champ lexical de l'autorité, par les termes suivants. L'âge de 200 ans, je suis devenu millionnaire, le malheur m'a donné ma fortune, l'ignorance m'a instruit. Ces 4 termes soulignent l'autorité, c'est-à-dire qu'ici, l'antiquaire prend la posture d'un sage qui a de l'expérience. Enfin, au début du texte, on a le vieillard, l'indication du vieillard, l'adjectif vient donc comme un vieillard qui nous indique un petit peu à peu près la tranche d'âge de l'antiquaire qui plus on va dire on pourrait dire est un retraité, enfin proche de la retraite, c'est un vieux, c'est un vieil homme. Par conséquent, on peut supposer, hypothéser, ce qui paraît logique, qu'il a de l'expérience, et c'est ce qu'elle veut dire. Son expérience se traduit dans son autorité, puisque il déclare qu'il a atteint l'âge de 200 ans, de 102 ans. Oula, excusez-moi, oui, ça ferait beaucoup, 200 ans. 102 ans, donc c'est quand même beaucoup, il a un siècle plus 2 années. Il est devenu millionnaire, donc il a eu on va dire, le temps et l'expérience de gagner plein d'argent, de s'enrichir. Et ensuite, il déclare que le malheur m'a donné la fortune. Donc parfois, généralement, par exemple, dans la Bruyère, il y a les biens de la fortune. Parfois, on dit que la fortune, ça rend heureux, puisque... Enfin, pas souvent ça, mais ça rend heureux dans le sens on peut réaliser des souhaits, c'est ce qu'elle veut dire, dans ce thème des souhaits, justement. Néanmoins, là, c'est le fait qu'il soit malheureux.
Enfin là, c'est tourné dans le sens contraire. C'est que là, la fortune, en fait, ça peut être la source ou la conséquence du malheur. C'est que parfois, on va être trop dépendant, on va abuser. Et en fait, c'est pas bien. Enfin, on va avoir cette dépendance folle. En fait, on va devenir fou face à l'argent. On va devenir stressé, complètement fou. Et là, la bruyère pourrait nous peindre, pour faire une petite anecdote, sur notre caractère, quoi, face à l'argent. Mais c'est pour ça que il y a ce champ lexical de l'autorité, mais ce problème qu'on trouve, dans le champ lexical de l'autorité par rapport, à la fortune, le malheur de la fortune. Et enfin, l'ignorance m'a instruit. Donc, l'ignorance m'a instruit, on pourrait comprendre cette expression dans le sens où le fait qu'on ignore quelque chose, et bah, on va pas rester comme ça, comme une plante verte, à attendre, de pas savoir et mourir sans savoir. On va justement chercher à combler ce manque de savoir pour apprendre quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va s'instruire. C'est en apprenant quelque chose que l'on ne sait pas qu'on s'instruit. Donc c'est des phrases qui montrent qu'il a beaucoup d'expérience. Il a autant l'expérience dans la vie, économique, la vie sociale, mais aussi on pourrait dire qu'il a de l'expérience dans une vie philosophique. La manière de s'exprimer l'antiquaire, c'est assez, philosophique. C'est très vrai et très philosophique. Il continue, son raisonnement un petit peu, de sage, hein, l'antiquaire, voilà, le vieillard. Et il commence à prendre une tournure un petit peu d'un raisonnement un peu théologique, philosophique, enfin un raisonnement philo-catho, entre guillemets, on pourrait qualifier ça comme ça. Un raisonnement surtout philosophique, où il parle de l'homme. Il déclare à la ligne 14-15, l'homme, suivi du verbe pronominal s'épuise par deux actes instinctivement accomplis, qui tarissent les sources de son existence. Et donc le verbe conjugué au présent indicatif taris souligne un petit peu la banalité des actions des hommes. Que parfois l'homme, euh, fait des actions, réalise des actions qui sont banales ou qui ne sont pas forcément utiles. Et le problème qui est la conséquence, c'est que ça les fatigue, ça les épuise. Et c'est ça un des problèmes, qu'il faudrait réparer chez l'homme, qu'il faudrait corriger chez l'homme. C'est une des mœurs à corriger, pour faire référence à la bruyère. Petite anecdote. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien, on pourrait comparer la comédie sociale à la comédie humaine. La comédie sociale, c'est la bruyère qui analyse la société de son temps et qui corrige, en apportant des morales. Et voilà, il analyse essentiellement le caractère moraux, la manière de parler, la manière de se comporter, la manière de s'habiller, la manière de penser, la manière, etc., etc. Mais c'est essentiellement de parler, de se comporter, de se tenir, etc. Mais c'est surtout voilà, un regard moral. Et la comédie humaine, voilà, c'est un peu cette même idée d'une comédie, c'est assez comique, ça sert à plaire et à divertir, mais c'est surtout à instruire. Et donc là, c'est pareil, là, on s'intéresse surtout à l'homme. L'homme, là, il y a le mystère de la vie humaine, le mystère de l'homme, et le lien avec la peau de chagrin, avec cette idée du talisman qui réaliserait des souhaits. En fait, tout se lie, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, dans cette phrase 14-15, il y a bien l'idée de la banalité, que l'homme agit parfois de manière banale, et malheureusement, ça l'épuise. C'est ça qu'il faut souligner. Ensuite, donc là, on approche petit à petit de la fin, où le raisonnement, on peut dire du sage, le raisonnement du sage, s'intensifie par le présent de vérité général exprime, à la ligne 16, deux verbes expriment. Donc au début, il avait parlé de deux actes instinctivement accomplis, par l'homme. Donc ça, c'est par l'homme, les deux actes. Et maintenant, on est toujours dans le même nombre, deux. Cette fois-ci, c'est deux verbes qui expriment toutes les formes que prennent les causes de mort. Vouloir, l'infinitif vouloir, et l'infinitif pouvoir. Et il déploie en ce sens, à la ligne 18, ce que produit vouloir et ce que produit pouvoir comme infinitif. Je cite, vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Donc il insiste sur le côté négatif, de ces verbes. Par exemple, vouloir, c'est un verbe qui traduit le souhait et ça nous brûle. Parfois, à force de souhaiter, bah en fait, ça va nous retomber dessus. Par exemple, là, c'est ce qu'on va souligner, ce qu'on va voir à travers le texte. Je spoil un peu, entre guillemets, je dévoile un peu. À travers l'œuvre, excusez-moi, d'un point de vue plus global, Raphaël de Valentin, donc là, le jeune inconnu, mais j'avance un peu pour, expliquer un petit peu, pour comprendre, toujours avec un langage un petit peu familier. Raphaël de Valentin, il va réaliser plusieurs souhaits, notamment l'idée qu'il y a un grand banquet, un grand festin, ça va être un de ses souhaits. Donc il l'a voulu. Néanmoins, à la fin, il va le regretter parce qu'il y aura trop de bruit, il va avoir mal à la tête. On va voir après, avec l'autre texte, il y aura la nuit de débauche. Voilà, ça va être un effet négatif. Donc en fait, ça va être cette idée de brûlure. Donc il a voulu, c'est bien, il a été content, mais au final, ça lui retombe dessus, ça le brûle.
Donc, ça, c'est pour justifier un petit peu cette expression employée par le sage qui est tout à fait vraie. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Euh, Pouvoir nous détruire, c'est plus compliqué. C'est assez compliqué à comprendre. Mais pouvoir nous détruire, c'est par exemple parfois quand on peut faire quelque chose. En fait, en fonction de la manière dont on va le faire, ça peut être pareil, ça peut nous retomber dessus après. En fait. En réalisant une action, en pouvant faire quelque chose ou en faisant une action, si elle n'est pas bien faite, ça peut nous retomber dessus après. Mais il y a un verbe à l'infinitif qui vient conclure euh, ce qu'il faut retenir. Donc c'est la morale. C'est la ligne 19, la dernière ligne. L'infinitif savoir. Donc savoir, ça désigne la raison, l'intelligence, le fait d'avoir l'esprit qui se rapporte à l'idée d'être calme, donc à l'adjectif calme. Être calme. Donc, et c'est assez séparé donc, par la juxtaposition, enfin les propositions vouloir nous brûle et pouvoir nous détruire sont reliées, enfin sont des propositions reliées, enfin coordonnées qui sont reliées par la conjonction de coordination et ces deux propositions sont elles-mêmes juxtaposées par le point-virgule, la ponctuation qui est à point-virgule, suivie de la proposition coordonnée introduite par la conjonction de coordination, mais qui crée un effet, pas un effet de rupture, là c'est pas vraiment une rupture, c'est plus, cependant c'est un peu une opposition, mais savoir, donc comme j'ai dit c'est le dernier infinitif, qui se rapporte au calme. Savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Donc la raison, autrement dit, c'est le fait de savoir, c'est ce qui nous rend calme, justement ce qui nous offre cette posture de sage, d'intellectuel, ce qui nous rend intelligent, et en fait ce que cherche à dire Antiquaire, c'est ce qui peut nous sauver. La raison, elle seule peut nous sauver. C'est-à-dire donc le fait de se reposer sur une peau de chagrin, donc un talisman qui va réaliser nos souhaits, c'est bien, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, on peut comparer ça, on lui demande quelque chose, il va le faire, c'est très bien. Mais on va voir qu'après ça va nous détruire, entre guillemets. Enfin, ça va pas forcément détruire, mais il faut pas se reposer que sur ça. Et donc ça c'est un vrai enjeu qu'on pourrait comparer actuellement. L'intelligence artificielle, c'est bien parce qu'elle nous aide, il faut plus la voir comme une aide que comme notre cerveau. C'est-à-dire que c'est bien de lui demander parfois de l'aide, de lui demander quelques exemples, quelques idées, mais lui demander de faire un travail complet, quelque chose de complet, c'est pas bien parce que ça veut dire que nous, on réfléchit pas. Nous, on lui demande juste quelque chose, elle va le faire elle avec son avis, sa subjectivité, qu'elle va essayer de transcrire en objectivité, mais c'est pas notre point de vue. Peut-être que si nous, on l'avait fait en entier, ce serait différent. C'est pour ça que savoir, c'est ça qui sauve. Le fait de penser, de réfléchir, d'agir par soi-même, c'est ça qui sauve. Et ce que nous pouvons retenir, en tout cas supposer, mais ce qui paraît très logique, euh, dans l'expression moralisante du sage qui s'adresse essentiellement au jeune garçon qui est Raphaël de Valentin, nous le dévoilons, mais aussi à nous en tant que spectateurs-lecteurs. Voilà pour le texte et pour la conclusion. Nous avons étudié à travers ce texte, hein, encore une fois on répète un peu les idées, l'idée d'un talisman un petit peu mystérieux qui pourrait pencher d'un point de vue péjoratif sur un côté un peu maléfique, un peu dangereux, un peu, donc il y a une ignorance tout d'abord de la part de l'inconnu, du jeune garçon qui vient découvrir et qui demande des renseignements à l'antiquaire à propos de cette peau, ce talisman, cet étrange talisman, on pourrait dire magnifique, mais d'un point de vue un peu étrange, original, on pourrait dire entre guillemets. Et ensuite, nous avons vu l'échange un petit peu approfondi, notamment par les expressions, la mise en garde, en même temps, autant l'ignorance que la mise en garde que déploie, on pourrait dire, l'interlocuteur, enfin celui qui parle dans le texte, c'est-à-dire le vieillard, le sage, l'antiquaire. Et enfin, nous avons vu la morale, donc quand il prend le rôle d'un sage, la morale qu'il apporte, essentiellement tournée pour Raphaël, mais aussi qui peut servir pour le public. Et à titre d'ouverture, pour nous demander, par conséquent, est-ce que Raphaël va faire l'acquisition de la peau? Bon, j'ai déjà donné la réponse, hein, en parlant des souhaits qu'il va parler. Oui, il va faire l'acquisition de la peau. C'est surtout, en plus, l'œuvre parle de ça. Mais du coup, une autre ouverture pour nous demander quels vont être les souhaits, ou plutôt, est-ce que c'est vrai, justement, que vouloir va brûler et pouvoir va détruire? Est-ce que dans le texte, en guise d'ouverture, mais ça, c'est un peu toutes les ouvertures pour chaque texte, est-ce que le vouloir qui va réaliser Raphaël en parlant, enfin en souhaitant auprès de la peau, va le brûler? Et est-ce que les actions qu'il va faire vont le détruire? Et cependant, et par conséquent, est-ce que va-t-il se servir au bout d'un moment, à travers l'œuvre, de sa raison? Voilà, c'est ça comme ouverture qu'on pourrait utiliser. Voilà, je vous remercie et prochain texte, le texte 10.